Bien, on va laisser les personnes venir progressivement, mais on va quand même lancer la deuxième table ronde. Avant de vous proposer la deuxième table ronde, on voulait vous présenter un film de quelques minutes qui a été construit avec l'ensemble des structures qui témoignent aujourd'hui, qui a été produit par, et c'est là il ne faut pas que je me trompe, Artimedia. Donc je vous propose de visionner ce film avant de reprendre nos échanges. L'entreprise de l'insertion par l'activité économique mobilise les talents de notre territoire. Partout en Drôme, dans les villes ou dans les campagnes, au cœur des quartiers prioritaires, comme dans les zones les plus reculées de nos campagnes, il existe une structure d'insertion par l'activité économique qui vous permet de faire le choix du travail et des compétences pour votre organisation, que vous soyez une entreprise, une association, une collectivité ou un particulier. Ou naturel, l'entretien des chemins de randonnée, la sécurité scolaire, mais aussi le maraîchage bio, la fabrique de conserves, des laveries ou la mise à disposition de personnel. Il s'agit de tout un ensemble de services à destination des associations, des collectivités ou des particuliers qui créent de la richesse au service de tous. Pour les entreprises, dans le département de la Drôme, les structures d'insertion ont su construire, ensemble, des services spécifiques. Il peut s'agir de sous-traitance industrielle, d'agroalimentaire, d'un atelier de couture ou de fabrique de chaussures. Dans le domaine du service, de multiples activités sont disponibles. Jardins et espaces verts, nettoyage ponctuel ou régulier, logistique, transport ou bien encore intérim. À chaque fois, ce sont des partenariats gagnants pour accompagner le développement des entreprises. Pour les particuliers, les associations, les collectivités et les entreprises, les SIAE, structures d'insertion par l'activité économique, ont fait le choix d'agir pour permettre à chacun de faire partie des échanges économiques et de contribuer à une société où tout le monde a sa place. Agir tout simplement pour le mieux vivre ensemble. Merci. Voilà de quoi mettre des images sur les premiers témoignages qu'on a eus tout à l'heure. Donc simplement un petit rappel des faits précédents pour la première table ronde. Donc la première table ronde était consacrée aux coopérations entre les structures d'insertion par l'activité économique et les collectivités. Quelques messages clés que nous on a retenus en préparant cette table ronde. Tout d'abord, bien, on l'a vu, la diversité de l'offre de services des structures d'insertion qui vont de la sécurité scolaire à la rénovation du patrimoine, l'aménagement d'espaces naturels protégés, l'entretien et le gardiennage d'habitations collectives en ville ou en montagne. Et puis l'adaptation sur mesure de ces offres avec parfois des savoir-faire spécifiques qu'on recrée ensemble pour le bénéfice du territoire et pour répondre au plus près aux besoins des clients public. On a vu le levier
politique et opérationnelle qu'il y avait à travers les clauses sociales d'insertion, les marchés réservés, qui donnent vraiment un moyen très concret à cette commande politique de pouvoir servir à la fois l'intérêt collectif à travers les services qui sont proposés et en même temps cet intérêt social qui est porté par les structures d'insertion. Un trait commun et premier à tous les témoignages, j'espère que vous l'avez retenu comme nous, c'est la qualité des prestations qui sont réalisées, l'engagement de ces structures d'insertion par la qualité de leur personnel d'encadrement à proposer vraiment des services de qualité qui répondent parfaitement à la commande publique. C'est un prérequis non négociable pour les deux partenaires, à la fois pour le client comme public, mais aussi pour l'entreprise, puisque c'est ça qui fera le gage aussi de la qualité de la réinsertion pour les personnes. Et puis, on a bien vu que les défis n'étaient pas absents de ces coopérations. Certains nous ont parlé de délais parfois plus longs, de difficultés ponctuelles sur la présence des personnes en insertion, ou sur, notamment quand elles arrivent dans les structures d'insertion. Mais on a vu comment elles pouvaient être compensées, d'abord par, encore une fois, la qualité de l'encadrement, qui est un élément clé de ces acteurs et de la qualité de la coopération, et puis par la capacité à échanger, à co-construire, à travailler dans la durée entre partenaires et à avoir conscience les uns et les autres des intérêts de chacun. Donc pour les collectivités, on voit que c'est une véritable cohérence politique à travers l'engagement avec les structures d'insertion par l'activité économique, cette réponse finalement à un double intérêt collectif et un double intérêt général. Et pour les structures d'insertion, on voit la capacité de ces acteurs à répondre à la commande tout en déployant leur mission d'insertion. Donc le suspense est énorme pour savoir si cette qualité des coopérations entre acteurs publics et structures d'insertion se retrouve aussi entre acteurs privés et structures d'insertion. C'est ce qu'on va essayer de savoir et de montrer tout de suite à travers 4 nouveaux témoignages. Donc, je vous demande d'accueillir donc Madame Nathalie Monnier et Madame Martine Daltier. Donc, elles sont là. Allez-y, venez, installez-vous. Venez. Donc, Nathalie Monnier est directrice de Valence Service, une association d'insertion que nous avons déjà rencontrée sur la première table ronde. Elle regroupe chantiers et entreprises d'insertion, donc pour 86 postes d'insertion au total. Et donc, Madame Martine Daltier est gérante de la société Alti-Marel et porteuse de la marque Amarel. Donc, c'est une marque de linge de maison et textile de décoration qui est implantée à Villefranche. Donc, l'entreprise Alti-Marel s'appuie sur 2 ateliers de couture pour réaliser ses confections, dont celui de Valence Service pour les produits qu'elle conçoit et distribue auprès de magasins multimarques. Et aujourd'hui, elle développe une nouvelle gamme dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants. Et pour ça, elle a décidé de s'appuyer sur les ateliers de Valence Service. Je vous propose également d'accueillir Yves Martin et Jean-Pierre Cheval, qui peuvent nous rejoindre. Donc Yves Martin est directeur commercial d'Ardrome. C'est un groupement d'entreprises de travail temporaire d'insertion qui propose la mise à disposition de personnes en insertion au sein des entreprises clientes, tout en accompagnant tout en gérant et en assurant leur accompagnement, et qui intervient sur les 2 départements de la Drôme et de l'Ardèche. Jean-Pierre Cheval est président du groupe Cheval, qui représente 350 personnes. C'est un groupe d'entreprises, une dizaine d'entreprises environ, qui travaillent autour des métiers des travaux publics, que ce soit le terrassement, les canalisations, le revêtement routier, et des métiers de l'environnement, comme les espaces verts, la collecte et la valorisation des déchets, et le désamiantage. Et tous deux vont nous parler de la manière dont le groupe Cheval recrute par le biais de contrats de travail temporaire des personnes en insertion accompagnées par Ardrome pour intervenir sur des marchés de travaux publics dans lesquels il y a des clauses sociales d'insertion. Je vous demande aussi d'accueillir Dominique Torres et Eric Landa. Donc, Dominique Torres est gérante de la Fabrique sans gluten. Donc, c'est une entreprise d'insertion qui fabrique des snackicks sans gluten qui sont distribués exclusivement en magasin bio. Cette entreprise a été créée dans un secteur peu couvert par l'insertion, mais pourtant pourvoyeur d'emplois, en particulier sur le département de la Drôme.
et dont l'objectif est en particulier de travailler avec les femmes. Et donc, M. Eric Landa est responsable du réseau Biocop, coopérative de magasins bio. Donc, ils vont nous raconter comment, au départ, cette collaboration est née de la simple vente de produits en direct du producteur au magasin Biocop individuellement avec chaque magasin, et comment aujourd'hui, un partenariat qui a pris de l'ampleur et se poursuit par l'intégration de la fabrique sans gluten dans le réseau Jeune Pousse du réseau Biocop. Enfin, je vous propose d'accueillir Christophe Chevalier et Emmanuel Giraudet. Donc, Christophe Chevalier est gérant d'Archer Entreprise, l'entreprise d'insertion qui se positionne sur la sous-traitance industrielle et permet de mobiliser 140 personnes. Et Emmanuel Giraudet est directeur administratif et financier, responsable RH de Sodimas, concepteur, fabricant et vendeur d'ascenseurs et monte-charge. Et tous deux vont nous parler du partenariat industriel qui a permis le maintien sur le territoire de la fabrication d'une pièce bien spécifique, un tendeur, nécessaire à la chaîne de production des ascenseurs. Archer est aujourd'hui fabricant de cette pièce pour le groupe, et également en charge du pré-montage des cabines, donc un partenariat très industriel. Donc, nous allons commencer par notre premier duo. Donc, je vais commencer par vous, Madame Daltier. Donc, lorsque vous avez racheté l'entreprise et la marque Amarel en 2013, celle-ci travaillait déjà avec Valence Service. Et donc, je vais vous poser une question simple, c'est pourquoi avez-vous souhaité maintenir ce partenariat? Bonsoir. En effet, Amarel existe depuis 2000 et travaille avec Valence Service pratiquement depuis sa création, je crois. Nous l'avons racheté donc en 2013 et nous avons déménagé l'entreprise qui était à Romans à Villefranche-sur-Saône, puisque nous sommes lyonnais. Et nous avons essayé à l'époque de regrouper la production plus proche de notre lieu de travail. Et nous avons dû constater que les ateliers de confection ne sont pas légion, même si nous sommes dans une région traditionnelle de textile et de confection. Nous n'avons pas eu beaucoup de choix. Et finalement, l'atelier Valence Service avait l'habitude de nos produits, savait comment les travailler. Et dans le choix, nous avions à choisir un autre atelier à 2 heures au nord de Lyon. Donc nous avons préféré rester dans la tradition de collaboration avec Valence Service et continuer à développer la marque et ses produits. Notre choix s'est fait, nous avons 2 ateliers, donc un atelier d'insertion en Valence Service et un autre atelier qui n'est pas un atelier d'insertion, qui est un atelier classique qui est aussi dans la Drôme. Ce que nous trouvons à Valence Service, il y a 2 aspects. Un premier qui est l'aspect humain, qui est pour nous très important, de continuer à développer les savoir-faire et à soutenir le savoir-faire de la confection, qui a plutôt tendance à disparaître en France et donc dans notre région aussi. Et il nous semble important de le maintenir dans notre région, qui est une tradition, vraiment une région de tradition de confection et de textile. Et soutenir l'humain des gens en difficulté nous semblait très important aussi. Et puis avec Valence Service, nous avons une chef d'atelier avec laquelle nous entendons très bien, avec laquelle nous développons des produits sans problème. Je peux me reposer sur l'atelier pour avancer dans les collections, pour créer des modèles, pour réfléchir ensemble à ce que nous pouvons faire. La qualité n'a aucun problème. Vous pensez bien qu'en fabricant français, on nous attend au virage pour nous dire que oui, vous êtes cher et en plus la qualité n'y est pas. Donc nous ne pouvons pas rater une marche à ce niveau-là. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de problème. Donc on va dire que ça continuera et que nous faisons confiance à l'encadrement et aux personnes qui travaillent et qui ont à cœur, je pense, de faire un travail de qualité et de prouver qu'elles sont là où on les attend. Merci. Donc, comme vous le disiez, l'enjeu de la qualité est très important. On nous l'avait partagé déjà quand on a préparé cet entretien. Et sur ce savoir-faire que vous avez su préserver au sein de votre atelier de couture, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important pour vous et pour les gens qui travaillent avec vous et comment vous assurez cette qualité? Elle est déjà assurée en fidélisant le client qui revient, qui reste et qui demande qu'à développer, qui nous met au défi à ce que la qualité Made in France soit toujours aussi bonne. Donc c'est un appel pour Maria, qui est la responsable de l'atelier. La qualité est importante parce qu'il y a un service déjà à rendre et que toute personne qui confie une production attend un rendu de qualité. Je dirais aussi que les entreprises d'insertion
ont peut-être 2 fois plus à convaincre qu'elles sont en capacité de donner un résultat sur les commandes qui sont passées. Que ce soit en termes de rendu, en termes de réactivité, en termes de pouvoir respecter des cahiers des charges. Et c'est vrai que la qualité est déjà dans la relation avec le client, sur de la communication et sur la confiance mutuelle qui peut être construite. Ça va permettre après, j'ai envie de dire, tout le gros travail, comme Madame Daltier l'a dit, de l'encadrant, qui va à son tour devoir mobiliser, motiver, former des équipes, qui sont des équipes, et ça les clients le savent, qui ne sont pas fixes. Donc ça signifie des personnes qui ont des niveaux de formation différents, d'expériences différentes, qui ont une ancienneté dans l'atelier qui est différent aussi. Ces personnes vont apprendre à s'adapter. Les produits que nous confie par exemple Amarel sont des produits, on va encore employer le mot, de qualité, diversifiés, qui va nécessiter un apprentissage sur différentes matières à travailler, machines, processus de fabrication des fois différents. C'est une belle réussite pour ces personnes quand elles participent et qu'elles voient au niveau de la confection ce qui va sortir, puisque au départ, je m'excuse Maria, mais on va assembler des morceaux de tissu et c'est là où on va voir que l'objet se transforme et prend toute sa valeur. Et un rendu d'un travail qui a une valeur, c'est une reconnaissance pour les mécaniciennes de l'atelier qui comment dire, est très valorisant pour elles, puisqu'en plus, ces produits ont une valeur marchande. On les remet à un client qui va à son tour les vendre, hein, je pense, à un consommateur. Donc, c'est très valorisant de voir se créer un produit. Je vous vois me regarder, je vous fais un tablier. Enfin, non, je ne ferai pas un tablier, mais un tablier en train de se monter, on s'imagine déjà que le tablier va être porté par quelqu'un. Et que ce tablier porté par quelqu'un, c'est moi qui l'ai fait. Et que du coup, ça prend tout un sens. Ce n'est pas un travail occupationnel, on est vraiment sur une valeur, un rendu. On ne peut pas gaspiller de la matière. On n'achète aucune matière, les clients nous confient toute leur matière, donc il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus non plus. Et ça, toute l'équipe le sait. Voilà, la qualité, elle est là. Et je remercie l'entreprise Amarel et Madame Daltier de nous avoir fait confiance en ayant continué ce travail qui avait été commencé il y a plus de 10 ans en arrière. Voilà. Merci. On va passer sur un tout autre domaine avec vous, messieurs. Donc, on va parler des travaux publics. C'est pas le même domaine. C'est vraiment la diversité est au rendez-vous. Là-dessus, on est d'accord. Monsieur Martin, votre collaboration avec l'entreprise Cheval, elle est née au départ du besoin de répondre à des clauses sociales d'insertion sur des marchés de travaux publics. Donc ça s'inscrit dans ce cadre-là général. Et du coup, comment vous, en tant qu'entreprise temporaire de travail d'insertion, vous pouvez aider une entreprise finalement à répondre à ses obligations? En quoi l'appui sur une UTTI du territoire est-elle possible et qu'est-ce qu'elle apporte? Merci, alors bonsoir à tous. Alors c'est vrai qu'on a entendu parler des clauses sociales. C'est vrai qu'avec l'entreprise Cheval, le début de notre relation d'entreprise à entreprise est parti sur des clauses. Mais je voulais vous parler un peu d'autre chose ce soir finalement. C'est-à-dire vous parler de ce qu'un partenariat d'une entreprise de travail temporaire d'insertion, c'est vrai, avec une entreprise classique peut avoir d'intéressant et surtout ce qu'on peut inventer de différent. Et donc ce qu'on a essayé d'inventer, c'est de professionnaliser déjà toutes nos équipes, d'avoir un secteur commercial qui puisse avoir de bons rapports avec le client et puis pour les salariés, de les amener, mais vous le savez tous, à des formations professionnalisantes, j'en ai entendu parler tout à l'heure, mais surtout de répondre au mieux aux besoins de l'entreprise.
C'est-à-dire qu'on s'est dit que l'entreprise a besoin de main-d'œuvre avec des différences de qualification et que parfois, il est surtout essentiel de répondre à ce besoin-là et précisément en étant très professionnel. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on a réussi à faire et qui engage l'entreprise à faire appel à nous plus régulièrement et de plus en plus souvent, n'est-ce pas? Et pour ça, nous avons créé un collectif d'ailleurs, qui s'appelle Ardrome, vous le citiez tout à l'heure, mais qui est un collectif de plusieurs entreprises de travail temporaire et qui a un rôle bidépartemental, à la fois en Drôme et en Ardèche, mais qui répond là encore à des besoins d'entreprises ancrées sur le territoire comme la vôtre, puisque les chantiers ne se trouvent pas qu'autour de notre entreprise à nous, mais bien sur plusieurs départements, voire extraterritoriales. Donc le fait de s'unir et d'être ensemble avec d'autres entreprises de travail temporaire nous permet d'avoir une réelle réponse aux entreprises de travaux publics ou de bâtiments ou d'autres secteurs, logistiques, etc. Voilà. Concrètement, nous sommes actuellement 20 salariés permanents, pour tout vous dire, avec un panel de 250 salariés, grosso modo, et 150 000 heures travaillées. Voilà. Bravo. Merci. Monsieur Cheval, je vais prendre le temps de poser la question. Bon... Je vais revenir sur cette question de l'obligation des marchés, sur les clauses sociales d'insertion. Mais vous-même, vous m'avez très vite dit, bon, c'était une obligation au départ et maintenant c'est une vraie volonté de l'entreprise de s'inscrire en partenariat avec ces structures d'insertion. Une démarche plus volontaire. Alors, pourquoi une démarche plus volontaire avec ces structures et concrètement, ça vous amène à faire quoi? Très bien. Bonsoir à tous. Donc, mon voisin a beaucoup parlé, il reste des choses à dire malgré tout. Je voudrais mettre l'accent, moi, sur l'aspect humain, parce qu'effectivement, au départ, ces clauses d'insertion, elles ont été vues et ressenties par les entreprises qui répondaient au marché public comme des obligations, des contraintes, malheureusement. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot stigmatisation, et je pensais bien le mot. Aujourd'hui, l'insertion en général... pas forcément une bonne connotation. Et moi, je suis là ce soir pour expliquer qu'avec un travail d'échange, de partenariat, qui repose beaucoup sur l'humain, on arrive à des résultats. Pour l'année 2016, nous, au sein des sociétés du groupe Cheval, c'est un peu plus de 5000 heures d'insertion, de clauses d'insertion, auxquelles on a dû répondre. Et aujourd'hui, je suis fier de dire qu'on aura recruté 3 personnes, alors 2 personnes en CDD et 1 personne en CDI. Voilà, donc ça marche. Pourquoi ça marche? C'est le partenariat, donc, que vient d'évoquer M. Martin. Partenariat parce qu'au départ, cette obligation d'insertion, on y a répondu par obligation, je l'ai dit, par contrainte, et du coup, on a eu peu de résultats positifs. Il a fallu d'abord préparer nos salariés en interne à recevoir et accueillir ces personnes un petit peu en décalage. Tout à l'heure, dans la première table ronde, on a parlé de valeurs ou de critères basiques, on va dire la ponctualité, l'assiduité, des choses qui peuvent paraître simples pour des gens qui sont dans le monde du travail, mais qui sont en décalage pour d'autres personnes qui n'ont plus de repères. Donc il a fallu expliquer à notre personnel qu'il fallait être tolérant, donc un gros travail interne. Il a fallu discuter avec les structures d'accompagnement, et puis aussi avec les salariés qui nous auront rejoints. Parce que pour que le résultat soit gagnant, il faut que c'est un engagement tripartite du salarié, de la structure d'accompagnement et de l'entreprise. Aujourd'hui, je suis fier qu'on ait des résultats positifs. Alors, malheureusement, il y a quelques échecs. Mais je crois qu'on est sur la bonne voie, puisque depuis une dizaine d'années, on a travaillé sur l'amélioration des procédures, des relations. Et aujourd'hui, le travail porte ses fruits. Une contrainte importante était pour nous le cumul des clauses d'insertion, puisqu'on travaille à 75% avec le marché public. Donc systématiquement, on avait des clauses d'insertion accumulées. Et au départ, on n'avait pas forcément la possibilité d'offrir un plan de carrière aux salariés, puisqu'on ne pouvait pas garder la même personne, les donneurs d'ordre ou les maîtres d'ouvrage étant différents. Aujourd'hui, on arrive à se faire ce travail de continuité, ce qui explique les résultats qu'on a. On prend une personne pour une clause sociale, mais on la garde pour d'autres clauses sociales. Alors, pas encore dans toutes les entreprises, mais au moins on cumule les clauses sociales, ce qui permet d'offrir un plan de carrière et une formation continue pour le salarié. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. On change à nouveau de secteur.
Oui, alors on s'attaque au secteur de l'agroalimentaire, qui, comme on le sait, est un secteur important pour la Drôme. Et c'est partant de ce constat, hein, je pense que vous avez en partie décidé, Madame Torres, de créer cette entreprise dans un domaine qui est un peu original pour l'insertion, mais effectivement créateur d'emplois sur la Drôme. Donc jusqu'à présent, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous faisiez plutôt du porte-à-porte auprès des différents magasins bio du territoire, et aujourd'hui vous intégrez la plateforme de distribution nationale du réseau Biocoop, et vous allez être référencé dans 100 magasins du réseau Sud-Est. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est faite l'évolution de votre partenariat avec Biocoop, et quelles perspectives cela ouvre pour votre entreprise? J'ai été trop long, j'ai été un peu trop long. Tout simplement, voilà, moi je suis une petite jeune dans le monde de l'insertion. J'ai créé mon entreprise il y a 1 an et demi. Ça fait 11 mois que je commercialise. Et c'est vrai que c'est de l'agroalimentaire. J'ai un atelier où on fabrique des tartes bio, sans gluten et sans lactose. Et l'idée, c'était de trouver un réseau de distribution. Donc j'ai commencé à faire les magasins bio porte à porte. J'ai eu le magasin de Valence qui m'a accueilli les bras ouverts. Et pour moi, il fallait que je trouve un vecteur de commercialisation qui soit assez prépondérant sur le territoire et répondant à des valeurs que je défendais aussi. Et il m'a semblé que le réseau Biocoop en lui-même portait ces valeurs. Et ça s'est prouvé dans le sens où ils m'ont accueilli. Donc le magasin de Valence m'a déjà accueilli pour des premières animations pour tester mon projet. Et je dirais que l'histoire a grandi et tranquillement, on a proposé mon dossier au référencement régional. Voilà. Donc, pour moi, ça apporte une perspective intéressante dans le sens où, au niveau du chiffre d'affaires, c'est de la sérénité. 150 magasins, c'est pas rien. Et je vais pouvoir développer l'entreprise du côté insertion aussi en termes de postes proposés. Parfait, très concis. Et donc, Monsieur Landal, donc, pourquoi avez-vous choisi d'intégrer la fabrique sans gluten au programme Jeunes Pousses, et en quoi son statut d'entreprise d'insertion a été un frein ou au contraire un levier pour engager une relation plus poussée avec cette entreprise? Bonsoir. Effectivement, Madame Torres est venue en amont de son projet me rencontrer au magasin en m'expliquant un petit peu ce qu'elle avait envie de faire, et si le produit qu'elle avait envie de mettre en place était pertinent par rapport à la demande du marché. Il était complètement. Ça a l'air d'un produit de niche, mais il n'y a pas beaucoup de fabricants en France de produits, en l'occurrence sans lactose, sans gluten, et une demande croissante des consommateurs sur ce type de produits alimentaires. Donc voilà, les valeurs du réseau, c'est aussi d'aider les jeunes entreprises à aider la bio locale de proximité. Donc Mme Torres rentrait complètement dans ce credo-là. Donc on a fait une petite animation en magasin, ça a bien marché, il y a eu un bon retour des consommateurs. Donc voilà, on a commencé à travailler ensemble pendant quelques semaines. En parallèle de ça, elle prospectait aussi d'autres magasins du réseau, donc elle a étoffé aussi son volume de clients, et la production a suivi en proportion. Et l'étape suivante, c'est que voilà, on lui a proposé l'idée d'être référencé au niveau régional, auprès de à peu près 150 magasins. L'idée lui a plu. Maintenant, derrière, effectivement, il faut suivre aussi en production, parce que proposer un produit à un client et puis l'arrêter du jour au lendemain parce que le fournisseur n'arrive plus à suivre, c'est un peu dommage. Donc on y va progressivement. L'étape suivante, si elle le souhaite, c'est un référencement national, mais là, on n'y est pas encore. Donc voilà, une entreprise d'insertion comme la sienne où nous convenait tout à fait aussi, dans le sens où on travaille régulièrement avec les gens de structure. Je les ai vus tout à l'heure dans l'assistance, c'était Cocagne également. C'est une entreprise d'insertion à son niveau. Ça fait aussi partie de nos valeurs. Il y a le côté humain qui est très important pour nous. Donc voilà, c'est tout un ensemble qui a fait que ça marche jusqu'à maintenant, et je pense que
lui souhaite plein de succès, mais je ne doute pas là-dessus, parce qu'effectivement, le retour des consommateurs, ils attendent régulièrement des nouveautés que la fabrique sans gluten peut nous proposer. Voilà. Merci. Rendez-vous dans un an pour le témoignage sur le référencement national. Sans vouloir mettre la pression aux partenaires. On va encore changer de catégorie. On va passer sur la sous-traitance industrielle, enfin sur la production industrielle, avec Sodimas et Archer Entreprises. Donc, une première question pour vous, Monsieur Giraudet. Le partenariat avec Archer Entreprises a cela d'assez particulier, qui s'intègre pleinement, comme vous nous l'avez souligné, dans la chaîne de valeur industrielle, dans la chaîne de production. C'est un maillon à part entière de votre chaîne de production sur les ascenseurs, sur le montage. Pouvez-vous nous préciser le cadre de ce partenariat et nous dire comment et à quelles conditions on arrive à mettre en place finalement un partenariat cœur de métier avec une structure d'insertion? Merci. Bonsoir à tous. Bravo d'avoir pu résister au petit four qui vous appelait. Dans votre question, moi je dirais qu'il y avait la première chose, c'était de pouvoir nous permettre de travailler avec une entreprise à qui on allait apprendre un métier, en toute humilité. Voilà, c'était un partenariat local à développer parce que ce qui est confié au groupe Archer, ce sont des composants de sécurité. On est sur de la production de structures de cabines d'ascenseurs, mais aussi sur la production d'éléments qui régulent la chaîne de sécurité d'un ascenseur. Parce qu'un ascenseur, ça peut être dangereux si c'est mal équilibré, si c'est mal fabriqué, si c'est mal installé. Donc dès la conception, il fallait que l'on trouve un partenariat local et surtout une compétence. Alors la compétence, nos bureaux d'études, je pense, l'avaient. Ce dont on avait besoin, c'était un atelier de fabrication qui veuille travailler avec nous. Je vais utiliser un mot, vilain mot, le mot rentabilité. Et la rentabilité, elle y est, c'est un vrai échange industriel. On s'y retrouve, comme on dit. Je pense que Christophe nous dira aussi que le retour y est chez Archer. Le produit est de qualité et c'est dans la durée qu'on le voit. Hein. Les organes de sécurité d'un ascenseur, on a droit à 0 erreur. On fabrique 1500 appareils par an. Rassure-moi. Non, il faut pas se rater. Voilà. Donc on est allé chercher, pour résumer, de la compétence localement. Monsieur le préfet tout à l'heure disait que les entreprises avaient parfois des difficultés à trouver des compétences et de recruter localement. Ben nous, le partenariat avec le groupe Archer a répondu à ces demandes. Pour poursuivre, finalement, Archer Entreprises se positionne de manière volontaire sur la sous-traitance industrielle. Pareil, c'est un choix ambitieux pour les structures d'insertion. Le partenariat avec Sodimas en est un bel exemple. Quels sont finalement les conditions de réussite ou les facteurs de succès pour qu'une entreprise d'insertion contribue à cet ancrage industriel local ? Ben peut-être dire en premier que nous, on ne doute pas du tout de l'utilité sociale de l'insertion par l'activité économique, mais qu'on sait que son avenir se jouera dans la réalité économique et dans son efficience économique. Et du coup, on s'est énormément intéressé à des secteurs qui amenaient une plus-value pour le territoire. Et donc, on s'est intéressé énormément aux relocalisations d'activités. Et on essaye de proposer, on l'a fait à la MJ Coutier, à SKF, à plein d'entreprises, des alternatives à la délocalisation et des relocalisations d'activités. Et moi, je tiens à le redire parce qu'Emmanuel l'a dit, mais ce qui a été extraordinaire dans le travail avec la Sodimas, c'est qu'en réalité, au départ, ils nous ont dit, nous, on ne veut pas un sous-traitant, on veut un fabricant. Et ils m'ont donné une pièce sur des plans, il y avait plein d'électronique, et ils m'ont dit, est-ce que vous savez faire ça? Et bien sûr qu'on ne savait pas faire ça. Il y a eu un transfert technologique complet qui a duré des mois
on achète les composants au départ en utilisant le téléphone de la Sodimas parce que les sous-traitants ne veulent pas nous faire les mêmes conditions. Et du coup, il y a ce vrai transfert-là. On n'est pas sous-traitant, on est fabricant. Je crois que cette pièce, on est la seule à fabriquer en Europe, hein, il me semble. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Donc on est le fabricant de cette pièce, notamment le seul en Europe. Et du coup, la condition, c'est vraiment un partenariat industriel complètement transparent et collaboratif, parce que nous, on n'était pas capable de faire les travaux qu'ils nous donnent aujourd'hui. Merci. Alors, on aurait encore beaucoup de questions à vous poser, mais voilà, il est 8h moins le quart et donc on va devoir s'arrêter là. Merci à vous d'être venus témoigner. Merci à vous d'être venus témoigner de la richesse, encore une fois, et de la diversité des actions et des coopérations qui peuvent se nouer entre les structures d'insertion et les entreprises. Ben voilà, à travers nos 4 exemples, on est sur 4 domaines d'activité complètement différents. On est également sur des logiques de coopération qui ne sont pas les mêmes, mais par contre, ce qu'on retrouve encore une fois et qui est cohérent aussi avec la première table ronde, c'est cet enjeu d'être avant tout un acteur. Alors là, on est dans le secteur privé purement économique, on va dire, un acteur économique, un partenaire économique de tout à fait valable et au même niveau que les autres, voire même, comme vous le soulignez, de faire la démonstration encore plus de cette qualité de service et de cette qualité de production qu'on peut avoir pour pouvoir maintenir les relations avec les partenaires économiques, en trouver d'autres, et puis servir votre objet social. On voit aussi la capacité des entreprises d'insertion à être finalement à être à l'écoute et aux sur-mesures aussi par rapport aux besoins des structures. Donc là, le dernier exemple, on a un transfert de compétences qui permet finalement de créer son propre partenaire industriel. Mais dans la couture également, on a vu... Dans tous les services, finalement, vous avez beaucoup insisté sur cette adaptabilité, cette capacité à être vraiment au plus près des besoins des acteurs. Et puis, si on doit, du coup, résumer par rapport à ce que nous, on a entendu aussi dans les entretiens préalables, les atouts, finalement, et les plus-values de ces coopérations, c'est encore une fois cette qualité irréprochable que vous allez pouvoir trouver en travaillant avec ces structures d'insertion parce qu'elles n'ont pas le droit à l'erreur. Cet atout économique aussi, puisque finalement, là, en tant qu'acteur privé, avec cet enjeu de rentabilité que vous disiez, de la même manière, on sait qu'il n'est pas question d'être hors du marché. Et voire même, en étant en travail en proximité, en ancrage territorial fort, et ben finalement, on arrive aussi des fois à proposer des choses économiquement plus viable, plus intéressante sur la durée. Cet ancrage local qui est extrêmement important et puis cette possibilité pour chacune de ces structures, entreprises, à trouver un partenaire économique de qualité et en même temps à soutenir cet enjeu de responsabilité sociale, sociétale des entreprises qui est un des leviers de vos engagements et de la durée de ces engagements. Donc bravo à vous, bonne continuité, rendez-vous dans un an certainement pour d'autres beaux exemples. On va, voilà, merci. On va vous libérer. Non, pas vous tous. Hein. On a encore un petit mot de conclusion à vous proposer. Donc on a construit ces tables rondes autour de la mise en lumière de partenariats de manière avec un ancrage territorial très très fort. On voulait vous proposer de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça en demandant... Je vais vous demander encore un tout petit peu de concentration et moi de retrouver mes notes. Donc voilà, on voulait effectivement permettre de prendre un petit peu de hauteur en proposant à Madame Desmontes, présidente du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, de conclure ces 2 tables rondes et de nous apporter finalement un éclairage qui va au-delà du territoire. Merci à vous. Merci.
bien évidemment, je ne vais rien conclure ce soir. Après la richesse de ces deux tables rondes, et je voudrais, avant toute chose, remercier pour leur initiative les acteurs qui l'ont fait et qui sont devant moi, le conseil départemental, 26, les services de l'État, préfecture, particulièrement la directe, et puis les acteurs de l'insertion par l'activité économique. Et puis aussi les représentants des entreprises et des collectivités, parce que vous avez montré que plein de choses peuvent se faire sur les territoires à partir de l'insertion par l'activité économique. Et en vous écoutant tout au long de cet après-midi, je suis contente d'ailleurs d'être passée par Valence aujourd'hui, mais je suis passée par Romans avant de venir à Valence, c'est pour ça. Je repensais à une petite 50aine d'années en arrière. J'avais pas encore des cheveux blancs, où un certain nombre de travailleurs sociaux s'interrogeaient pour voir comment ils pouvaient proposer de l'activité à des gens, à des personnes qui étaient en difficulté d'insertion sociale. Et c'est comme ça qu'est née l'insertion par l'activité économique. Et je me disais cet après-midi en vous écoutant, quel chemin parcouru. Quel chemin parcouru parce qu'effectivement, l'insertion par l'activité économique s'est structurée autour de deux enjeux. Un premier enjeu historique de l'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi et en difficulté. Et puis un deuxième enjeu qui, je crois, est celui qui sera le plus important dans l'avenir, déjà aujourd'hui et dans l'avenir, c'est l'enjeu économique. C'est-à-dire que les structures de l'insertion par l'activité économique sont véritablement, bien sûr, des structures d'insertion qui aident des personnes, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire aujourd'hui, des acteurs économiques du territoire, des entreprises économiques, un peu différentes des entreprises traditionnelles, mais des acteurs économiques du territoire qui œuvrent pour le développement économique et tout simplement aussi, et on l'a bien vu à travers la première table ronde, dans l'aménagement du territoire. Et je crois que c'est peut-être, pour mettre un peu en perspective des choses, c'est peut-être cette étape-là à laquelle nous sommes aujourd'hui et sur lequel il faut qu'on travaille. Et le Conseil national, que j'ai l'honneur de présider essaye de s'y employer avec l'ensemble des réseaux et avec les acteurs de l'État, bien évidemment, les acteurs des collectivités et les acteurs économiques. Et je mets les structures de l'insertion par l'activité économique dans les entreprises. Je crois aujourd'hui, Monsieur le Préfet le disait dans son intervention tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui, non seulement on vient de traverser, et on y est encore un peu, une crise économique importante, mais je pense, je vais utiliser des grands mots, je pense qu'en matière d'emploi et de travail, on est en train de changer de paradigme. On le voit bien quand on suit, n'est-ce pas, monsieur le responsable de la directe ici, quand on regarde les chiffres de l'emploi, dans la structuration des emplois, on voit bien que le modèle existant sur lequel on a construit ces dizaines d'années derrière nous, c'est le modèle du plein emploi, d'un salarié en contrat à durée indéterminée, à temps plein, dans une entreprise pour toute sa vie professionnelle. Ce modèle-là, qu'on le veuille ou non, qu'on le condamne ou pas, ou qu'on veuille le défendre, de toute façon, ne résiste pas à l'évolution technologique, et dont particulièrement le numérique, mais on pourra en faire un sujet à lui tout seul. On voit bien que ça modifie l'organisation du travail, l'organisation des personnes. On demande aux personnes d'avoir de plus en plus d'autonomie, mais en même temps, on leur demande de travailler en collectif, parce que tout seul, on n'y arrive pas bien. Et je crois qu'on a effectivement des vrais enjeux là-dessus, et qu'il faut qu'on travaille sur des outils qui permettent, au niveau de l'insertion par l'activité économique, comme elle l'a déjà fait, d'être promoteur d'innovation économique et sociale.
On en discutait tout à l'heure avant ce forum avec Christophe Chevalier. Et je pense, par exemple, qu'il faut qu'on continue à travailler pour faire émerger la possibilité des groupements d'économie solidaire. Mais aussi, il faut qu'on travaille sur ces nouvelles formes d'emploi. Et juste une petite remarque, mais peut-être que pour l'année prochaine, elle sera réparée. Il me manquait juste cet après-midi une autre dimension, c'est la dimension création d'activités, créateur d'emplois, parce qu'on a aussi sur les territoires des gens qui sont dans l'insertion par l'activité économique, qui créent de leur activité. Ici, sur cette région, dans la Drôme, comme en Rhône-Alpes, comme en Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, il y a des pépinières d'entreprises, il y a des acteurs, et je crois que, voilà, on est vers la construction d'un nouveau modèle, et je pense que ce qu'on a vu cet après-midi montre bien qu'il y a une histoire de partenariat, de collaboration et de coopération entre les acteurs publics et les structures de l'insertion par l'activité économique, entre les acteurs de l'économie et les structures de l'insertion par l'activité économique, à nous tous ensemble d'être attentifs à ces nouvelles formes d'emploi, ces nouveaux statuts, ces nouvelles coopérations, parce que je pense que c'est un enjeu pour demain, et puis c'est un défi pour vous, mais je suis sûre que vous allez le relever. Merci à vous tous pour cet après-midi que vous m'avez permis de passer. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que c'est moi qui vais donner le départ pour le pot, donc tout le monde va m'adorer. Mais juste avant ça, donc, je voulais vous dire que la Chambre de commerce et d'industrie qui a participé à l'organisation de cette soirée via le réseau Ecobiz et la communauté que j'anime autour de l'entrepreneuriat social se propose d'organiser en début d'année prochaine un speed meeting entre les entreprises et les collectivités et les structures d'insertion pour que vous tous qui êtes responsables de collectivités ou d'entreprises et qui, j'en suis sûre, avez été totalement convaincus par les interventions de cet après-midi et cette soirée, puissent trouver voilà, les collaborateurs, les talents dont vous avez besoin pour développer vos structures. Voilà, et puis maintenant, on peut aller manger et boire.